Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 11 mars au sommaire de cette émission. Enquête sur le système Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes. Mediapart a plongé dans les coulisses des attributions de subventions dans le fief du président de la région, possible candidat pour la droite en 2022. Et c'est assez fascinant. On en parle avec notre journaliste Ilyes Ramdani. Il y a 10 ans, la catastrophe nucléaire de Fukushima nous donnait un avant-goût du siècle qui s'ouvre. Climat, pandémie, capitalisme, certains craignent un effondrement. Notre invité, l'historien Jérôme Bachet, imagine plutôt des basculements. C'est notre grand entretien. Bienvenue dans À l'air libre, l'émission de Mediapart. C'est une personnalité de la droite qui cultive, paraît-il, des ambitions présidentielles pour la présidentielle de 2022, l'an prochain. Laurent Wauquiez, ancien président du Parti Les Républicains, plusieurs fois ministre sous Nicolas Sarkozy et président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Figure politique donc sur laquelle tu t'es penché, Ilyes Ramdani. Bonjour. Salut Mathieu. Journaliste à Mediapart avec Donatien Huet. Tu as enquêté sur la façon dont Laurent Wauquiez distribue ses subventions régionales. Système opaque, écrivez-vous, avec ce titre, Argent public, comment Laurent Wauquiez arrose les siens. Alors cette enquête, avec notamment des enregistrements de réunions du jour où ce système a été mis en place, elle nous fait entrer dans les coulisses vraiment de la distribution des subventions. On est le 4 avril 2016, Laurent Wauquiez vient d'être élu président de la région. Ce jour-là, il réunit sa nouvelle majorité pour un séminaire destiné à fixer la feuille de route de sa mandature. Et très vite, la question des subventions est mise sur la table avec notamment Onge Sidbon, un proche de Laurent Wauquiez. On l'écoute. Je pense qu'il y a des territoires par rapport aux priorités que peut avoir la majorité, qui n'ont pas forcément vocation à être arrosés. Entre guillemets, je ne vais pas être méchant, mais nous avons pas droit avec je caractérise un peu. Dit en intérêt général que Ange, qui nous l'a fait en brut de décoffrage, Juliette a failli s'évanouir là. Mais c'est bon, ça marche. Parfait. On entend les rires, on entend cette phrase aussi, il y a des territoires qui n'ont pas vocation à être arrosés. On voit aussi, on entend en tout cas qu'une élue des Républicains qui vient d'arriver en politique est un peu étonnée par ce qui est en train de se passer. Ilyes, pourquoi c'est important cet enregistrement que vous avez révélé ? C'est important parce que ça révèle un peu une stratégie, un climat, une vision de l'action publique. Et c'est un peu le fil rouge de l'action de Laurent Wauquiez. C'était dénoncé par l'opposition. Et donc nous, on a essayé, puisqu'on est en fin de mandat là, de Laurent Wauquiez, de documenter, d'acter. L'enregistrement nous aide, et les chiffres dont on parlera après. Et ça raconte un peu finalement comment Laurent Wauquiez lie deux choses qui normalement n'ont rien à voir, c'est-à-dire le résultat des dernières élections, la carte politique du territoire, et l'action de la région, et l'argent que met la région en faveur de ces territoires. Normalement, ça n'a rien à voir, mais dans le cas de Laurent Wauquiez, c'est directement lié. Et en fait, dès 2016, dès cette réunion, il pense à la prochaine élection régionale, celle qui a lieu justement en juin prochain. Et dans cette discussion, autre enregistrement que vous révélez, le fameux Onge Sidbon, proche collaborateur de Laurent Wauquiez, et Laurent Wauquiez lui-même s'avèrent de très très bons connaisseurs de la carte électorale. Une de leurs préoccupations, c'est par exemple, on donne quoi à Villeurbanne, 150 000 habitants, fief de la gauche dans la banlieue de Lyon. On écoute. Il est clair que même si on avait adopté une stratégie d'être peu présent sur Villeurbanne, de façon à ne pas réveiller l'électorat, il n'empêche quand même que ce n'est pas acceptable d'avoir plus de 7000 voix de retard sur la ville de Villeurbanne. À elle seule, c'est plus de la moitié du retard de la ville de Lyon. Donc, le point qui est important à retenir dans ce que dit Ange, c'est qu'on a quand même une problématique lourde Villeurbanne, beaucoup plus lourde que Lyon en réalité, parce que sur Lyon on fait 13 000 voix de retard, et on en prend la moitié sur Villeurbanne. C'est 13 000 de retard, 7 000 sur Villeurbanne. Le problème, c'est que j'ai pas trop les équations, parce qu'en même temps, on n'a pas forcément l'intention d'arroser Villeurbanne, qui a été arrosée de façon délirante sous le mandat de Kéran. Donc il va falloir qu'on trouve une bonne méthode de travail là-bas. Alors Ilyes, on n'a pas forcément l'intention d'arroser Villeurbanne, dit Laurent Wauquiez. Le maire de Villeurbanne a d'ailleurs réagi ce matin avec votre article. Il a dénoncé, je cite, un système arbitraire et saisi le préfet de région après votre enquête. Ilyes, tu parles dans cet article d'un système de distribution de toutes les subventions de la région qui doivent véritablement passer au filtre politique. Comment ça se passe très concrètement ? Peut-être rappeler juste en une phrase comment fonctionne normalement une collectivité. La région, c'est une des plus grosses collectivités. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la deuxième région de France. Et c'est un budget énorme, en fait. C'est 3 milliards au début du mandat. Là, on arrive quasiment à 5 milliards sur la fin du mandat.
Donc ça fait beaucoup d'argent à distribuer, des services publics à faire tourner, les lycées, les transports, mais aussi beaucoup de subventions à octroyer. Et normalement, tout ça, ça passe par des choses hyper transparentes, c'est l'administration qui a la manœuvre, il y a des critères, il y a des tableaux, on rentre ou pas dans les critères, on fait des dossiers, les services, les fonctionnaires étudient ces dossiers. Et là, dans le cas de Laurent Wauquiez, en fait, Wauquiez a complètement mis la main sur ces subventions, et pour ça, il a recruté ce fameux Ange Sidbon pour justement orchestrer ce pan de cette politique. Et alors, dans un autre enregistrement que vous révélez, on entend encore Laurent Wauquiez et le fameux Ange Sidbon, on va y revenir, dire très clairement que, au contraire de ce que tu décrivais, les procédures normales, eh bien, les demandes de subventions doivent être faites discrètement et sans trace écrite. Ange est vraiment très doué là-dessus. Il a un seul truc, en termes de méthode de travail, pour le connaître un peu, c'est qu'il vaut mieux aller discuter avec lui dans son bureau. Ange ne raffole pas de faire des notes écrites. Et donc, allez plutôt prendre le temps d'aller discuter avec Ange, vous en sortirez avec un bénéfice considérable. C'est la meilleure manière de travailler avec lui. Oui, surtout qu'en matière de stratégie, je le dis très clairement, il y a des choses qu'on n'écrit pas. Comme ça, tout le monde a compris. Alors, il y a des choses qu'on n'écrit pas. L'homme qui prononce ces phrases, c'est donc le fameux Ange Sidbon. Qui est-il et quel est son rôle précis ? Sidbon, il y a un portrait par exemple de Street Press, de nos confrères de Street Press, qu'il avait appelé le baron noir de Laurent Wauquiez. Et je crois que c'est pas tout à fait loin de la réalité. C'est un peu son préfet de l'ombre, voilà. C'est quelqu'un qui est un des plus grands spécialistes en fait en France de la carte électorale. C'était son rôle à l'UMP puis à LR pendant 10 ans. Et quand Laurent Wauquiez a gagné les régionales, il lui a demandé de le rejoindre pour appliquer en fait sa science de la carte électorale. Il est très bien payé, 9 000 € par mois, ce qui est quand même peu commun pour un agent d'une collectivité territoriale. Et autour de lui, Laurent Wauquiez lui a offert de travailler avec un service, là ils sont actuellement 6 militants en fait, c'est des militants les Républicains, des gens qui sont élus en parallèle, le président des Jeunes Républicains, le délégué régional des Jeunes Républicains, des très proches de Laurent Wauquiez, et il leur a demandé de travailler finalement aux côtés d'Ange Sidbon. C'est un peu le fonctionnement de cette cellule pour justement filtrer toutes les subventions à la lumière de la carte électorale et de la politique locale. Avec un objectif donc être réélu pour les régionales qui arrivent en 2021. On va entrer, si tu veux bien, dans le détail. Avec Donatien, vous avez regardé la distribution très précise, justement, de ces subventions de la région depuis 5 ans. Et donc, aux surprises, vous vous êtes aperçu que la région, déjà, attribue près de 3 fois plus de subventions aux communes administrées par la droite, mais aussi que les administrés de la Haute-Loire, le fief de Laurent Wauquiez, touchent 5 fois plus de subventions par habitant que ceux des autres départements, avec d'énormes disparités. La Haute-Loire, en bleu foncé, là, c'est 125 € par habitant en moyenne. Et dans l'Ain, qui est un département pas riche du tout, au nord de la région, et géré par la droite, c'est seulement 12 €. Et si on zoome davantage encore, le Puy-en-Velay, le fief de Laurent Wauquiez, 38 000 habitants agglo compris, et la ville, tout simplement, la plus aidée de la région. Donc c'est assez clair. La distribution des subventions, c'est malheureusement une vieille habitude politique à droite, mais aussi à gauche. En quoi, en gros, le système Laurent Wauquiez est différent de ce qu'on peut voir ailleurs, malheureusement, encore une fois ? Tu as raison de le dire, en fait. Dans toutes les collectivités, de gauche comme de droite, il y a parfois des subventions qui sont un peu suspectes. Il y a souvent l'opposition qui dénonce cette subvention est clientéliste. Là, c'est vraiment un système institutionnalisé complètement, avec ce service dont on parlait, avec Ange Sidbon, et avec, on voit dès le début du mandat, Laurent Wauquiez qui l'a théorisé. Et d'ailleurs, ça a beaucoup crispé les fonctionnaires en fait de la région. Et nous, beaucoup de nos sources nous ont raconté, évidemment anonymement, parce qu'il y a une grosse terreur, nos sources annulées au dernier moment, parce qu'en fait, Laurent Wauquiez a installé un peu un système de terreur à l'intérieur de l'administration. Et beaucoup nous racontaient que finalement, quand on demande une subvention à la cellule Sidbon, donc quand on est au service éducation, au service lycée, on demande une subvention, on l'envoie au service Sidbon, et on la reçoit en retour avec un post-it d'Ange Sidbon ou d'un de ses collaborateurs avec écrit oui, non, et le montant de la subvention. Donc c'est quand même un système qui est très significatif, quoi. Ça dit beaucoup en fait du fonctionnement. Et alors d'ailleurs, fonctionnement auquel la justice s'intéresse, c'est tout à fait sérieux, Ilyes. Elle s'intéresse vraiment à ce que Laurent Wauquiez a mis en place. Ouais, c'est la Chambre régionale des comptes d'abord qui avait qualifié la situation d'Ange Sidbon d'atypique. Bon, c'est un mot un peu euphémisant pour dire qu'effectivement, c'est pas tout à fait normal. Puis ensuite, c'est le parquet de Lyon. Il y a eu un signalement d'anticorps, le parquet de Lyon, et aujourd'hui, c'est le parquet national financier, donc le PNF, qui enquête sur cette situation. Donc l'AFP avait révélé qu'il y avait cette enquête ouverte depuis septembre. Et nous, ce qu'on écrit dans cet article avec Donatien, c'est que c'est une enquête donc, pour détournement de fonds publics qui porte sur la cellule Sidbon. Donc effectivement, c'est plutôt sérieux.
Et il y a 2 budgets, les 2 premiers budgets par exemple de Laurent Wauquiez, 2016-2017, ont été annulés par le tribunal administratif. Alors pour cette enquête, évidemment, vous avez interrogé Laurent Wauquiez, que vous répond-il? Alors sur les phrases qui sont sur l'enregistrement, sur la réunion qu'on révèle, pas de commentaires. En fait. Il ne nie pas, hein, il ne nie pas. Il n'y a pas de démenti, effectivement, et nous on l'a authentifié avec plusieurs participants de cette réunion, et Laurent Wauquiez, son cabinet, nous dit que ça ne relève pas, que ça n'entrave pas la loi, quoi, que c'est pas illégal, et donc circuler, il n'y a rien à voir. Ensuite, sur les chiffres, ils nous disent vos assertions sont fausses. Ils nous disent, et c'est ce qu'on publie dans l'article sous l'onglet prolongé et dans l'article, ils nous disent que la politique de subvention a été équilibrée, que toutes les collectivités ont reçu des subventions indépendamment de leur couleur. Nos chiffres montrent que c'est faux. Ils nous fournissent pas de chiffres convaincants, même de chiffres tout court en fait. En échange, donc on publie dans l'intégralité leurs réponses, mais on maintient effectivement évidemment nos informations. Alors si c'est important ce que vous révélez, c'est en raison de ce que vous les révélez, mais aussi parce que Laurent Wauquiez est tenté, semble-t-il, de mettre en scène un retour pour la présidentielle de 2022. Il n'est pas le seul, hein, ça se bouscule à droite. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, sont tentés par une candidature, mais la droite est déboussolée par la condamnation en première instance à 1 an de prison ferme de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bismuth, et elle continue en grande partie de le soutenir à l'image du député LR Guillaume Pelletier. Cette décision me semble insensée, disproportionnée et extravagante. Mais l'acharnement dont est victime Nicolas Sarkozy est pour moi et pour beaucoup de Français une preuve lourde du fait que Nicolas Sarkozy, qui a toujours dit, il a raison, qu'il n'était pas au-dessus des lois, n'est pas non plus en dessous des lois. Soutien aussi de l'ancien trésorier de l'UMP, Éric Woerth. Il y a beaucoup de dimensions personnelles là-dedans, je ne peux absolument pas me mettre à sa place, mais il doit ne rien perdre de sa combativité. Sa combativité ne doit pas être émoussée par ce type de coup derrière la nuque qui lui a été donné. Mais le plus sonné est sans doute Christian Jacob, le chef des députés LR, qui envisageait déjà un retour politique de Nicolas Sarkozy pour 2022. Il vient d'avoir un jugement avec une condamnation qui est inexplicable, qui est totalement disproportionnée, et les sujets politiques viendront plus tard. Soutien jusqu'au gouvernement du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui revendique, lui, l'héritage politique de Nicolas Sarkozy. Moi, je commente par définition jamais des décisions de justice, mais chacun sait l'affection, le respect que j'ai pour Nicolas Sarkozy, qui a été un grand président de la République, et qui, en ces moments difficiles, a évidemment mon soutien amical. Gérald Darmanin, rappelons-le, Iliès, qui, en tant que ministre de l'Intérieur, est évidemment aussi chargé de la lutte contre la corruption. Paradoxe. Iliès, après la condamnation de Nicolas Sarkozy, dans quel état se trouve la droite ? Dans un état plutôt déplorable. Aujourd'hui, en tout cas la droite LR, la droite non macroniste, la droite qui s'oppose pour l'instant en tout cas à Emmanuel Macron. Une situation très compliquée pour une raison simple, c'est qu'en fait l'espace politique s'est amoindri. Emmanuel Macron aujourd'hui, depuis son élection, c'est complètement droitisé. Il a pris un certain nombre de leaders de droite, ses premiers ministres sont de droite, ses ministres importants sont de droite. Il a pris les électeurs en grande partie de la droite, on l'a vu encore aux élections européennes, un peu moins aux élections municipales, c'est vrai, mais il y a un vrai problème aujourd'hui d'espace politique pour cette droite. De l'autre côté, il y a Marine Le Pen qui, dans les sondages, est bien au-dessus des scores que peut faire LR. Donc voilà, il y a un vrai problème d'existence, de survie même de cette droite-là. Et malgré cela, eh bien, les candidatures se multiplient. Ouais, il n'y a pas de leader. Souvent, la droite a été portée par un leader, un peu un homme providentiel. C'est plus le cas aujourd'hui. Il y a eu un moment l'espoir du retour de Sarkozy, mais sa condamnation quand même amoindrit les chances, on va dire, pour euphémiser. Et donc aujourd'hui, il y a plein de leaders qui s'inventent, qui tentent de prendre ce leadership à droite. Il y a ceux qui sont de la ligne droite dure, qui disent que puisque Macron s'est droitisé, nous, il faut s'opposer de façon encore plus droitière à Emmanuel Macron. C'est ce que dit Laurent Wauquiez. C'est ce que dit Bruno Retailleau aussi, qui structure, qui a repris un peu, on l'a montré récemment, les réseaux de François Fillon, les moyens de François Fillon, et qui se prépare à se présenter. Et puis il y a ceux qui pensent à l'inverse que, puisque Emmanuel Macron finalement est de droite, autant soutenir Emmanuel Macron. C'est lui aujourd'hui le leader de la droite. C'est logique finalement. Ça serait assez logique finalement politiquement, et c'est ce que dit Christian Estrosi, c'est ce que disent d'autres. Pour l'instant, peu le disent en on, mais beaucoup le disent en off. Et puis il y a tous ceux, pour finir, qui pensent que la droite doit présenter un candidat. Xavier Bertrand a l'air aujourd'hui le mieux placé, mais il a encore une régionale à gagner. Il y a Valérie Pécresse, il y a Michel Barnier aujourd'hui qui se positionne. Donc il y a tout un tas de candidatures internes, sauf qu'on ne sait pas encore comment ce candidat va être désigné. Le parti espère trouver un candidat naturel, donc un peu la lumière divine, quoi. Ça a l'air compliqué. Ça voudrait dire que, par exemple, Xavier Bertrand, dans les sondages, est à 20% en juin. Au moins 18%, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Et donc, il y aura peut-être une primaire. Voilà, il y a les partisans de la primaire à LR, il y a les anti-primaires
Donc autant dire que c'est un parti qui est traversé par beaucoup de débats, beaucoup de divisions, et qui pour l'instant est loin d'être au deuxième tour en 2022. Y compris sur les conditions de désignation du candidat. Merci Ilyes Ramdani. On te lit avec Donatien Huet, cette enquête sur Mediapart, Argent public, comment Laurent Wauquiez arrose les siens. Merci à toi Ilyes. On va maintenant accueillir l'historien Jérôme Bachet. Bonjour Jérôme Bachet, installez-vous. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Jérôme Bachet, vous êtes historien, vous enseignez à l'Université autonome du Chiapas au Mexique, de passage en France, pour nous parler de ce livre, Basculement, mondes émergents, possibles, désirables. Tout un monde que vous venez de publier aux éditions La Découverte. Avant de plonger dans votre livre, une question sur l'actualité du jour, si on peut dire. Fukushima, ça fait 10 ans aujourd'hui que cette catastrophe nucléaire s'est produite au Japon, à l'origine d'un tsunami qui a fait 22 000 morts, envahi la centrale de Fukushima Daiichi. 3 des 6 réacteurs sont entrés en fusion et depuis, la zone a été entièrement évacuée. Le plus grave accident nucléaire depuis Tchernobyl en 1986, auquel Mediapart consacre un dossier spécial ce jeudi. Lisez-le avec des articles qui nous disent que la France, notamment un paradis du nucléaire, n'a pas vraiment tiré de leçons de cette catastrophe. Jérôme Bachet, est-ce que rétrospectivement, cette catastrophe nucléaire, il y a 10 ans, c'était une forme de coup de semonce sur ce qui nous attend dans les années, les décennies à venir? Il y a la menace d'une catastrophe nucléaire qui est une réalité. Il y a eu d'autres accidents très graves avant Fukushima, mais celui-là nous rappelle que cette menace pèse sur nous. Et puis on voit les différents types de menaces qui s'accumulent au fil des années, au fil des décennies. Donc menaces nucléaires, menaces climatiques, menaces sanitaires que nous avons vécues tout particulièrement depuis un an. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a au fond une même causalité fondamentale qui est en fait à ces 3 types de menaces, qui est la folie technoproductiviste qui engendre les menaces à la fois climatiques, sanitaire et nucléaire. Oui, c'est ça, parce que la pandémie mondiale dans laquelle nous sommes vraiment clairement plongés aujourd'hui, un an après son explosion, son irruption... C'est aussi à peu près l'anniversaire de Voilà, c'est aussi une forme d'anniversaire. Début de la pandémie. La cause de tout ça, la cause première, en tout cas la plus directe, c'est la destruction des écosystèmes, évidemment. Mais vous écrivez dans le livre, on peut considérer le Covid-19 aussi comme une maladie du capitalocène. Alors c'est quoi le capitalocène? C'est-à-dire une maladie de l'ère capitaliste. Expliquez-nous un petit peu. Le capitalocène, c'est un concept qui a été proposé par un certain nombre de chercheurs pour affiner l'idée le concept relativement récent aussi d'anthropocène. Donc nous serions, selon les scientifiques qui sont en train d'entériner cette notion, dans une nouvelle ère non seulement historique, mais aussi géologique. Donc on n'est plus dans l'Holocène, qui était l'ère géologique depuis la fin des grandes glaciations, mais une ère où il y a un nouveau facteur qui est en fait la capacité de l'espèce humaine à modifier globalement non seulement son environnement direct, mais de modifier à une échelle globale le système Terre dans son ensemble. Et le capitalocène, c'est la capacité de l'être humain capitaliste à modifier. Le problème, c'est que l'anthropocène met en avant effectivement une transformation historique, mais plus qu'historique, qui est radicale. Donc il nous fait entrer vraiment dans une nouvelle époque, mais elle désigne comme facteur de la responsabilité de cette transformation l'espèce humaine dans son ensemble. Or, il est évident que le changement climatique est lié aux activités humaines, mais l'ensemble de l'humanité n'en est pas également responsable. Il y a évidemment... les pays occidentaux, en particulier les pays anglo-saxons, sont très largement responsables historiquement des émissions de CO2, de dioxyde de carbone. C'est une façon de nommer, de spécifier les choses plus précisément. Donc en fait, il y a une causalité, il y a une responsabilité qui n'est pas celle de l'humanité en tant que telle, mais qui est celle en réalité d'un système socio-historique et économique très spécifique qui a transformé radicalement l'existence de l'humanité et le devenir de la planète tout entière et qui s'appelle le capitalisme. Est-ce que pour vous, le capitalisme, on dit souvent, on est dans le capitalisme tardif, en fait, le néolibéralisme va s'arrêter, on a plein de signes de ça, et en même temps, on a l'impression qu'il triomphe totalement. Comment vous voyez-vous les choses? Vous appelez plutôt vous dites plutôt, il est temps de basculer vers autre chose, mais est-ce qu'il triomphe aujourd'hui? Alors en fait, on a des thèses complètement opposées, puisque les uns disent effectivement l'économie mondiale est florissante, le capitalisme n'a jamais engendré autant de profits qu'aujourd'hui, les grandes fortunes sont décuplées tous les 5 ans, enfin bon. Et puis d'un autre côté, on a les gens qui annoncent l'effondrement
du capitalisme ou de la société thermo-industrielle qui serait non seulement certain, mais qui serait en plus déjà en cours ou qui serait quasiment déjà acté. Donc on a vraiment deux visions totalement opposées et à mon avis, mon analyse, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que, bon, d'abord je critique la notion d'effondrement, on va y revenir en proposant celle de basculement. Et puis, bon, il y a des signes de grande réussite, il y a des profits de plus en plus considérables, des inégalités de plus en plus considérables, donc des fortunes de plus en plus considérables. Mais en fait, c'est un signe qui est relativement trompeur. Ça veut dire simplement que justement parce que les inégalités augmentent, ça veut dire que en fait, la richesse qui continue à être produite, puisque effectivement le système capitaliste n'a pas disparu jusqu'à présent, c'est évident, mais la richesse qu'il produit est de plus en plus concentrée. Ça ne veut pas dire que son fonctionnement est assuré, est stable. Et d'ailleurs, le seul signe vraiment clair de la santé de l'économie capitaliste, c'est la croissance. Alors bon, là, on est entré dans une crise avec la pandémie d'une récession mondiale comme on n'en avait pas connu sans doute depuis les années 20 et 30 du siècle passé. Donc là, on voit clairement que la Covid, c'est quoi? La pandémie, c'est quelque chose qui est un ensemble de difficultés, de drames et de problèmes majeurs qui sont créés par l'expansion du capitalisme, mais qui, à leur tour, bloquent, ou en tout cas gênent considérablement l'économie capitaliste au point de créer une récession aussi considérable que celle qu'on a vécue et qui va sans doute aussi, même si la reprise va bien finir par revenir, qui va créer quand même des transformations, des inflexions ou des difficultés qui vont rester durables en réalité. Alors, votre livre, il se place en opposition, on pourrait dire, à la collapsologie, la théorie de l'effondrement. Vous écrivez que l'effondrement est une notion trop univoque, souvent confuse, largement dépolitisée. La collapsologie, dites-vous, donne lieu à des réactions individuelles empreintes de panique. Ça, je crois qu'on peut le constater chez beaucoup de nos amis, parfois, ou de gens qui sont très inquiets par rapport à ce qui se passe, et visant un repli quasi survivaliste. En même temps, parler de basculement, est-ce que c'est pas aussi se voiler la face d'une certaine façon en euphémisant ce qui est en train de se passer? Au moins, on peut dire que ceux qui parlent d'effondrement, ils mettent le doigt sur quelque chose qui est probablement en train de se passer. Alors, c'est une notion très forte qui, en effet, a un impact psychologique très, très puissant et qui peut aussi susciter des choses peut-être en partie positives. Il y a pas seulement cette dimension survivaliste ou de repli individuel, mais il y a aussi, effectivement, une prise de conscience aussi du caractère mortifère des trajectoires sur lesquelles on se trouve. Et pourquoi vous parlez plutôt de basculement plutôt que d'effondrement? Parce qu'en fait, c'est une notion qui appauvrit beaucoup l'analyse, parce qu'en effet, elle ne pose qu'un scénario, elle pose un scénario unique, et c'est l'effondrement, il n'y a pas d'autre option possible. Et en plus, ce scénario, il est inéluctable. Parce que précisément, cet effondrement, il serait absolument certain et déjà en cours. Donc d'une part, on ne peut rien faire. La seule chose qu'on puisse faire, c'est s'adapter, essayer d'y survivre, et puis de plus ou moins, en survivant, de faire quelque chose qui soit le moins terrible possible. Mais donc c'est pour ça que ça dépolitise, ça laisse une place assez faible finalement aux luttes. Et en fait, le scénario, il n'est pas écrit d'avance. Il y a plusieurs scénarios possibles. Et donc c'est pour ça que je propose basculement au pluriel. C'est-à-dire, effectivement, il peut y avoir des basculements, il peut y avoir des mouvements historiques, des mouvements tectoniques extrêmement puissants, mais en fait, il y a plusieurs directions possibles, il y a plusieurs orientations possibles, il y a des forces qui sont en tension, même au sein du capitalisme. Au sein du capitalisme même, il n'y a pas une seule direction possible. Il y a des capitalismes différents qui s'affrontent. Il y a le capitalisme numérique, il y a le capitalisme fossile, centré sur les industries carbonées et les énergies carbonées, et il y a un capitalisme vert, il y a le capitalisme chinois. Enfin bon, donc il y a une espèce de jeu à plusieurs acteurs en réalité qui sont en tension les uns avec les autres. Et puis il y a aussi toujours la possibilité d'une généralisation des formes d'insubordination face
à des trajectoires qui sont effectivement extrêmement destructrices, qui nous entraînent vers ces menaces et ces catastrophes dont on parlait tout à l'heure. Alors, comment on en sort de tout ça? Certains évoquent l'arme de la résilience, un concept de nature psychologique très à la mode dans les politiques publiques, les discours officiels, mais qui n'est peut-être qu'une résignation. Vous pouvez d'ailleurs lire à ce sujet cet entretien de Joseph Confavreux avec le chercheur Thierry Ribaud. Et d'autres brandissent la toute-puissance, vous l'avez dit, des technologies. C'est le cas des majors du pétrole, par exemple, comme nous l'explique aussi sur Mediapart Martine Orange. Elles savent qu'elles ont perdu la bataille climatique, la bataille du pétrole en fait, mais elles entendent maintenant imposer leurs solutions technologiques pour lutter contre le réchauffement. Est-ce que par exemple ces solutions technologiques, c'est forcément des impasses? On a besoin de techniques pour faire face à la catastrophe dans laquelle on est. Mais penser qu'on va résoudre les menaces qui pèsent sur nous, et notamment la menace climatique, par toujours plus de solutions technologiques, c'est un leurre absolu. Et ça, en tout cas, ça ne nous fait pas sortir de la cause fondamentale du désastre dans lequel on est, qui est le maintien d'une logique productiviste. C'est-à-dire qu'il faut que le système capitaliste ne peut pas vivre sans générer sans cesse plus de profits, et donc sur la base d'une croissance qui est en fait exponentielle et qui est littéralement intenable. Donc la croyance dans les solutions technologiques, c'est l'illusion de pouvoir maintenir cette logique de croissance exponentielle. Alors, vous voulez en finir avec le capitalisme, clairement, vous appelez à son démantèlement. Comment on démantèle le capitalisme ? Alors, comment exactement je ne peux pas le dire. Il n'y a pas une recette, sinon on l'aurait déjà appliquée depuis longtemps. Mais on voit partout qu'il y a des mouvements, il y a l'émergence d'autres manières de vivre, d'autres manières de lutter, d'autres manières d'habiter les territoires, dans des multitudes d'expériences. Pour vous, il n'y a pas de modèle unique, c'est ça? Il n'y a surtout pas de modèle unique. Ça, c'est précisément les recettes. Au cours du XXe siècle, on avait des recettes. On avait des manifestes qui nous disaient comment on allait passer à une société au-delà du capitalisme. Le problème, c'est que la manière de penser le passage vers un post-capitalisme sur la base de recettes, sur la base précisément en plus de la croyance dans des lois de l'histoire qui nous diraient par avance ce qui va se passer, ça c'est très mobilisateur. Et d'ailleurs la collapsologie en fait reprend un petit peu cette dimension très mobilisatrice, notamment du marxisme. Du marxisme, clairement. Mais on a bien vu que ça ne fonctionne pas. Donc il faut faire plutôt confiance à l'émergence d'une multiplicité de formes alternatives, de mondes du commun qui émergent un peu partout, depuis les ZAD, depuis l'expérience du Chiapas, qui m'est particulièrement chère, ou une multitude d'autres expériences que j'appelle des espaces libérés, qui sont déjà en train de faire naître une réalité qui n'est pas fondée sur les principes essentiels du monde capitaliste. Une question peut-être utopique, mais peut-être dans les prochaines années, nous serons de plus en plus préoccupés par cette question. Dans un système post-capitaliste, on produit quoi? On vit comment? On produit quoi? Dans le capitalisme, en fait, ce qu'on produit est déterminé par la recherche du profit des entreprises. Les entreprises, elles produisent principalement, après on va nous raconter qu'elles ont une vocation sociale, etc. Mais fondamentalement, tous les responsables d'entreprises savent qu'ils produisent pour générer du profit pour leurs actionnaires. C'est ça le but fondamental. Après, on peut l'habiller, et puis évidemment, il faut toujours chercher à vendre ce qui a été produit. Mais l'objectif fondamental, c'est ça. C'est à la fois une absurdité, et c'est la racine même de tous les facteurs de destruction dont on a déjà parlé. Donc la seule question qui vaille pour revenir à quelque chose de sensé, qui puisse nous permettre de vivre, que toute l'humanité puisse vivre correctement et dignement dans son ensemble, la seule possibilité, c'est de revenir à l'idée qu'il faut repenser effectivement les choix de production, et ils ne peuvent être liés que à ce que les gens eux-mêmes vont décider qu'il est pertinent de produire. Si on commençait par se réunir et par se poser la question, mais qu'est-ce qu'on pense qu'il est vraiment pertinent de produire? À ce moment-là, on va déjà se poser des questions sur qu'est-ce qu'il est possible, du point de vue écologique, de produire sans provoquer une destruction qui va nous retomber sur le coin de la figure et qui va nous empêcher de continuer à vivre dans des conditions dignes. Est-ce que ça veut dire qu'on produit, qu'on vit uniquement de façon locale? Vous articulez un peu cette question entre le local et le global en quelques mots et on conclut. Il y a forcément un retour vers le local. C'est l'idée de l'aspiration à la relocalisation, elle est très forte.
Et c'est la relocalisation sur le plan productif, alors pas simplement qu'on va faire revenir 2-3 industries, non, c'est repenser la production à partir des nécessités réelles des gens dans les lieux où ils vivent, et aussi la relocalisation du politique. Donc repenser les lieux où s'élaborent les décisions collectives sur l'organisation de la vie de tout le monde. Ça doit se faire effectivement dans une logique totalement relocalisée. Mais on ne peut pas s'enfermer dans le local, et donc c'est un des points sur lesquels j'insiste, voilà, qui en plus qui est très, très fortement récupéré par l'extrême droite maintenant, donc y compris l'écologie qui est en train d'être happée par l'extrême droite, mais une écologie ou un souci du local qui s'enferme dans ce que j'appelle le localisme, ou dans ce que beaucoup de monde appelle le localisme, et qui est en plus associé à des identités fermées qui excluent, qui sont excluantes vis-à-vis de ce qui n'est pas ce lieu lui-même. Donc en fait, un peu le cœur du livre, c'est essayer d'articuler des modes d'existence que j'appelle communaux. Et bon, on va célébrer bientôt la Commune, donc ça renvoie aussi à cette réalité historique. Emmanuel Macron lui préfère célébrer Napoléon, donc on est dans deux. Voilà, c'est pas exactement le même monde. Et donc des formes d'existence communale qui émergent déjà un peu partout sur la planète, et justement la reconnaissance d'une condition planétaire, parce que qui suppose à la fois de reconnaître notre appartenance à l'humanité dans son ensemble. Il y a des questions qui sont partagées, il y a des enjeux qui sont partagés et qu'il faut aussi affronter dans cette capacité de faire se croiser justement les appartenances multiples et faire circuler de la manière la plus ouverte possible les réalités, les mémoires, les expériences. Et puis aussi, donc, le planétaire, en fait, ça va au-delà de l'humain. Et donc là, c'est faire droit aussi à un basculement anthropologique qui est essentiel, qui est déjà en cours, qui est déjà présent dans énormément de luttes un peu partout sur la planète, et donc qui cesse de concevoir la lutte politique comme étant propre uniquement à l'espèce humaine, mais au contraire qui l'articule avec les nécessités, le respect, la prise en compte des interactions avec le monde non humain. Merci beaucoup Jérôme Bachet, vous êtes historien à l'Université autonome du Chiapas au Mexique, de passage en France actuellement pour nous parler de ce livre, Basculement, mondes émergents, possibles, désirables, aux éditions de la Découverte. Je vous en recommande la lecture. Vous restez avec moi Jérôme si vous voulez bien pour le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, séance de rattrapage, et surtout abonnez-vous, offre spéciale immanquable pour les 13 ans de Mediapart en ce moment, 3 mois pour 11 €, ça s'affiche en bas de l'écran. Le 24 heures, alors que l'Assemblée nationale examine le projet de loi visant à faire entrer la protection du climat dans la Constitution, Hélène Selvi nous explique comment ce texte a peu de chances d'arriver au référendum qu'avait promis Emmanuel Macron. Comme tous ses prédécesseurs, le président de la République redoute le recours à cet outil qui donne la parole aux citoyens. Ludovic Lamand nous entraîne, lui, dans les coulisses du Parlement européen, parlement dominé par les conservateurs, qui a pourtant voté mercredi à une écrasante majorité un rapport contraignant les multinationales comme Nike ou Zara à identifier et corriger les atteintes aux droits humains de leurs sous-traitants partout dans le monde. La suite d'une longue mobilisation des ONG de plusieurs années, la Commission européenne doit maintenant proposer une directive. Après ce vote, elle est sous pression. En fait, cette enquête d'Hélène Constanti sur le milliardaire Iskander Safa, propriétaire de l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs Actuelles, accusé par l'État du Mozambique d'avoir corrompu des dirigeants politiques, il doit désormais s'expliquer devant la justice britannique. Voilà, à l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. Samedi, sur Mediapart, vous retrouverez le regretté oncle Bernard, l'économiste Bernard Maris. Dans ce film tourné en 2000, il nous donne une anti-leçon plutôt d'économie à voir pour entendre à nouveau la voix et la pensée de ce grand monsieur assassiné par les terroristes le 7 janvier 2015 avec ses camarades de Charlie Hebdo. On regarde. Mais le rôle de l'économie, c'est de faire plaisir à des professeurs qui peuvent jouir, mais tant mieux, tant mieux. Il y a un aspect ludique dans l'économie, des types qui tripotent leurs petits modèles, leur théorie des jeux, tout ça. Bon. Moi, je ne vais pas leur reprocher. Il vaut mieux faire ça qu'aller faire des trous dans l'ozone. Hein. Bon, alors, ça va. Mais le problème, c'est que ces gens-là sont la caution, avec cette espèce de bouclier technique, dirais-je, de bouclier mathématique et technique, sont la caution d'experts qui sont plus incompétents les uns que les autres. À voir aussi ce week-end nos émissions studio. Vendredi, Nad Israël rendra hommage au grand journaliste Joseph Pontus, récemment décédé. Et dimanche, Rachida El Azouzi reviendra sur 10 ans
de révolte puis de guerre en Syrie. Le monde a-t-il oublié la Syrie? Entretien avec Yacine Al-Haj-Saleh et Justine Ogier. Nous, on se retrouve lundi avec Valentino Berti aux manettes. Merci à Christophe Guignot qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à notre équipe technique, Martin Bessin, Stéphane Pruvot, Alex Huet, Jimmy Beaufils, Pierre Driot et Julien Decoignac. Passez un bon week-end et surtout prenez soin de vous.